Monsieur, madame, madame, monsieur. Pourquoi nous disons ça vient? C'est-à-dire, en gros, on a envie de dire, est-ce qu'en quelques mots, tu peux dire un peu cette légitimité être là, qu'il fait que tu viens cause avec 300 personnes? Madame. Merci Daniel. Bonjour à toutes et tous. Je suis très contente d'être ici. Donc merci beaucoup aux organisateurs pour cette invitation. Alors pourquoi je suis là? Je crois qu'on m'a invité au titre du regard que je peux avoir sur la vie associative, puisque j'ai été pendant 10 ans presque, et jusqu'en fin d'année dernière, la déléguée générale du mouvement associatif national. Voilà, et à ce titre-là aussi, membre du bureau de SS France, qui est la Chambre française de l'économie sociale et solidaire. Voilà, un poste que j'ai quitté pour venir vous rejoindre à La Réunion et m'installer ici en début d'année. Donc je pense que c'est ce regard à la fois d'observation mais d'action aussi sur la vie associative qui a conduit les organisateurs à me proposer de venir échanger ce matin. Bon, ce n'est pas le syndrome de la Gouillave de France. C'est une Gouillave qui commence à métisser un peu. Mais notre compétence locale. Et peut-être, pardon, juste, je vais ajouter un mot. J'ai aussi eu la chance, en étant au mouvement associatif, d'accompagner le développement du mouvement associatif de La Réunion ici, puisque j'étais aux premières réunions qui ont permis l'émergence du mouvement associatif de La Réunion. Et puis, on a évidemment depuis gardé des liens, ce qui m'a permis de venir régulièrement ici. Monsieur Annette. Bonjour à toutes et tous. Ravi aussi d'être là, de voir de nombreux visages voilà, que je côtoie au quotidien. Je suis là parce que je pense qu'il y a plusieurs casquettes. La première casquette va être forcément le professionnel que je suis dans l'associatif, le mutualiste, dans l'économie sociale et solidaire depuis plus d'une vingtaine d'années. Le deuxième, c'est mon rôle dans la pratique, puisque je suis militant et que j'œuvre dans pas mal d'associations. Et aujourd'hui, je reconnais aussi mes amis du clan dans lesquels je suis aujourd'hui. Je suis aussi dans la transmission, puisque j'interviens aussi à l'université auprès voilà, des étudiants depuis plus d'une dizaine d'années. Il faut appeler au docteur? Il peut? Ouais, mais c'est pas la peine. Hein. Docteur. Et aussi, j'ai un regard aussi un petit peu, je dirais, lié à ma fonction de présidence de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, où j'ai une vision un peu transversale sur énormément de sujets qui concernent le développement de l'île dans ce champ. Ok, merci. Là, ça que nous a fait, c'est que nous a fait un genre de ping-pong entre les deux là. Hein. Moi, il reste un peu en retrait, parce que c'est pas, moi, je ne pas connaisseur de tout ça. En quoi... Commençons par ici, en quoi les associations y apportent quelque chose au territoire, au développement d'un territoire. On commence par celui-là et puis on va passer au niveau national. Allons commencer comme ça en échauffement. Préparez votre papier, Marmaille. Moi, j'aurais tendance à aborder le sujet d'une manière très simple, en revenir aux fondamentaux par rapport à l'évolution des associations à La Réunion. La présence associative date de 1831. Donc, ici. Ça s'appelait la Maison de la Charité. Et cette structure, avec une intervention à l'époque des religieuses, qui voulaient justement accompagner, apporter de l'entraide à des petites filles orphelines. Donc c'est comme ça qu'est né, selon les faits et la littérature, le fait associatif à La Réunion. Avant la loi 1901. Avant la loi 1901. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a vraiment une sacrée différence par rapport au territoire hexagonal. C'est qu'on a un contexte colonial, on a l'abolition en 1848, donc on a aussi un essor face à des enjeux de misère sociale incroyables dans l'île. Donc l'administration coloniale est complètement dépassée par les événements et il y a une mobilisation très forte des habitants pour pouvoir se regrouper et essayer d'apporter de l'entraide sur des questions très simples. La santé, avoir une mort digne, donc le décès aussi fait partie un peu de la genèse de tout ça, et puis bien sûr la dimension éducative.
Et on se rend compte qu'avec l'abolition de l'esclavage en 1848, alors 1848 est important comme date de repère, puisque là, dans le territoire hexagonal, on est quasiment sur la révolution industrielle. Donc on a le monde ouvrier qui se paupérise et qui est extrêmement aussi en colère sur le rapport qu'ils ont avec le patronat. À La Réunion, on est dans une autre approche. On sort voilà, d'une situation où on a 100 000 habitants dans l'île, 62 000 esclaves, et le tissu associatif de regroupement permet justement de libérer un petit peu les énergies. Et donc, que ce soit les sociétés de secours mutuels, les caisses de prévoyance et les associations, on a ces deux acteurs à La Réunion qui viennent un peu renforcer cet élan de liberté après l'abolition de l'esclavage. Et c'est pas la même chose en France. Niveau national, c'est quoi alors le parcours, l'historique un peu? Alors, c'est pas la même chose, même si on retrouve évidemment les sociétés de secours mutuels, etc. Mais alors, je vais pas revenir sur l'histoire associative parce que je pense que on va pas avoir le temps. Et puis, en plus, c'est bien qu'on puisse échanger, aller sur les enjeux, quoi. Effectivement, l'histoire des réseaux associatifs, enfin, des acteurs associatifs dans l'Hexagone, elle est sans doute plus diverse. Enfin, c'est même une très très grande diversité parce qu'effectivement. Ça a commencé bien avant 1901, hein, bien sûr. La loi 1901 est une étape extrêmement importante et qui a posé un cadre suffisamment large pour que ça permette un grand développement, mais un certain nombre de réseaux se sont déjà constitués avant, pas sous la forme qu'on connaît aujourd'hui, mais c'était le fait associatif. Le fait associatif dépasse le statut associatif, en fait. Donc que ce soit les mouvements populaires ouvriers, que tu évoquais, Frédéric, les mouvements chrétiens de gauche, les mouvements de charité, les mouvements issus des cultes, en fait, les associations issues des cultes divers, une histoire encore différente pour le mouvement sportif. Et puis après, l'histoire associative, elle continue avec l'émergence ces dernières années, notamment des associations autour des sujets de l'environnement, on l'a évoqué, l'insertion par l'activité économique, etc. Donc c'est une immense diversité en fait de cultures différentes. Et ça, je pense que c'est à la fois une force et une faiblesse du monde associatif. C'est-à-dire que c'est une grande force parce que chacun y trouve sa place, suivant ses convictions, son histoire personnelle, ses envies. Il y a toujours une association pour accueillir, en fait. Quoi qu'on ait envie de faire, quel que soit ce qu'on pense, ce vers quoi on a envie d'aller, il y a toujours une association qui est là pour accueillir. Et ça, c'est évidemment une force immense. Et c'est ce qui fait qu'on a des millions de bénévoles en France et une grande activité, une immense vitalité associative. Mais je pense que c'est à la fois c'est aussi une faiblesse, et on y reviendra peut-être, parce que c'est aussi cette grande diversité qui fait que il y a une difficulté à construire une identité associative commune. Cette identité associative commune sur les fondamentaux associatifs, elle n'a commencé à se construire finalement que dans l'Hexagone, en tout cas que dans les années 80, ce qui a donné ensuite naissance au mouvement associatif. Mais avant ça, des organisations comme la Fonda étaient un espace où la Fonda, qui est un think tank associatif, c'est un espace à l'époque où déjà des responsables associatifs de courants d'origine très diverses se sont réunis pour se dire on a des choses à faire ensemble malgré notre diversité d'histoire et de culture, on a des choses à faire ensemble autour du fait associatif et pour porter le fait associatif. Mais c'est finalement une histoire assez récente au regard de l'histoire commune syndicale, par exemple, l'identité syndicale ou l'identité coopérative. Cette identité associative, elle est plus longue à construire et plus difficile. Hein. Notre collectif, il n'est pas simple en raison de cette diversité. Pour faire le lien sur l'identité associative, il faut savoir que à La Réunion, on a eu quand même... l'a levé là, valide. Oui, un point. L'identité associative, en fait, elle s'est aussi développée à travers notre histoire, forcément notre territoire. Et il faut savoir que oui, on a eu une richesse incroyable des associations, ça a été cité les différents domaines. Mais ce qui serait intéressant aussi de comprendre, c'est mais qu'est-ce qui a marqué aussi les enjeux de société. Et là, je vais faire un territoire. Voilà. De territoire. Donc, ce qui a permis aussi, je vais faire un feedback rapide jusqu'à nos jours. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a l'origine et puis l'entraide nécessaire face à la misère qu'on connaît à La Réunion, à cette époque-là, on a quand même des politiques sociales qui se construisent autour de ça.
On veut dire après départementalisation. Voilà, après la départementalisation, et on se rend compte que les sujets un peu prégnants qui étaient l'éducation, la santé, le décès, et puis on a une explosion en fait à ce moment-là de toutes les activités un peu plus laïques, puisqu'on avait l'intervention religieuse très marquée avant, et on a réellement le sport, la culture, et puis les dynamiques d'emploi aussi à travers les années 80, où les premiers dispositifs de contrats aidés commencent à apparaître, pour ceux qui connaissent les TUC et, voilà, et les CEC et compagnie. Et on arrive très vite à aujourd'hui une diversité incroyable des acteurs associatifs dans différents domaines. Et ce que je vous propose là, c'est de faire en fait une photographie concrète. Donc moi, j'ai fait un exercice, je suis parti sur le journal officiel, je me dis, bon, ok, si on doit parler d'aujourd'hui, quel est le type de structure qu'on a créé depuis le 1er janvier 2023 jusqu'à maintenant. Voilà, je l'ai fait un feedback d'un an. Et donc, on a quasiment, sur 465 associations déclarées, 95 culture, pratique d'activités artistiques et culturelles. 465 associations déclarées. Où ça? Au journal officiel, en préfecture, à La Réunion. À La Réunion. Voilà. Mais la DINA 53, la plaine. Ah oui, mais ça c'est depuis... Là, c'est les nouvelles associations. Les nouvelles. On est d'accord. Hein. Donc sur les nouvelles, culture, pratique d'activités artistiques et culturelles. Deuxième, on a sport, activités de plein air, quasiment 80. Et puis tout ce qui est regroupement, action socioculturelle et intervention sociale après. Donc c'est pour vous donner aussi la tendance aussi des militants et des besoins qui sont toujours d'actualité, même en 2024, sur le tissu associatif. Deuxième chose que j'aimerais mettre en avant aussi, c'est, parce qu'on a évoqué, c'est vrai, il y a eu de belles interventions introductives sur différents domaines, c'est de mettre en avant qu'est-ce qui caractérise particulièrement le tissu associatif rayonné par rapport à d'autres territoires. Quand on parle de cohésion sociale, ça fait partie d'une thématique forte, mais parce qu'il y a une réalité. On a différentes communautés à La Réunion. Et c'est vrai que ça a été dit, c'est une contribution au vivre ensemble. Il est évident que dans les activités culturelles, sportives, éducatives, loisirs, qui rassemblent de nombreux habitants, il y a cette contribution au vivre ensemble. Sur la thématique de l'environnement et développement durable, on a une biodiversité unique et fragile. Et bien, les militants ont aussi répondu à travers cette réalité. Et donc, il y a beaucoup d'associations qui sont sur la préservation de l'environnement, la protection des écosystèmes, et puis bien sûr, toute l'éducation au développement durable. Donc, je ne vais pas citer toutes les associations, mais vous avez un certain nombre dans la salle. Gestion des déchets, énergie renouvelable et protection des ressources naturelles font partie aussi de notre enjeu. Le troisième, c'est développement économique local. Alors le rapport économique, ça va être un vrai sujet aussi, parce que voilà, il y a les puristes et les non-puristes. Mais moi, on va la lever là-bas. Voilà. C'est quoi ton papier, madame? Il faut une loupe. Non, vaut mieux le lire. Rapport à l'économie. Le rapport à l'économie, merci. Et au pouvoir public. Merci. Ouais. Fais un peu de désordre quand il est, parce qu'il y a un gros lampe là, il ne voit pas les papiers. Hein. Pas mal d'associations aujourd'hui soutiennent l'entrepreneuriat, que ce soit dans le système éducatif ou que ce soit dans toutes les initiatives durables et solidaires qui peuvent se faire sur le territoire. Autre pan, c'est tout ce qui est solidarité et aide sociale. Alors, on a des enjeux sociaux importants, ça on le dit depuis le départ, précarité, chômage, pauvreté, exclusion sociale. Et là aussi, il y a aussi une réponse des militants et des bénévoles sur ce sujet-là. Donc il y a des services d'accompagnement, d'insertion sociale, on l'a évoqué, des actions sur la distribution alimentaire, l'aide aux sans-abri et l'accès aux soins de santé. Pareil, ce qui caractérise le territoire de La Réunion sur l'éducation et les formations, c'est qu'on a aussi des activités éducatives complémentaires. La CAF aussi intervient massivement sur le sujet, sur les cours de soutien scolaire. On a aussi tout ce qui est les ateliers, je dirais, des programmes d'éducation populaire. Pas mal d'acteurs aussi sur le territoire travaillent sur l'éducation populaire. Sur la promotion et diversité culturelle, on a une diversité culturelle puisqu'on a des influences africaines, asiatiques, européennes. Et pareil, la réponse des militants sur le sujet a été la promotion et la préservation de cette diversité culturelle. Et ça aussi, ça marque aussi
notre tissu associatif de par les actions qui sont menées pour mettre en avant les traditions, les langues, la musique, la danse et la culture rayonnaise dans son La ensemble. bouffe aussi, non? Et la bouffe. cuisine, oui, on est d'accord. Et puis, la question là, de la santé. Bon, après le Covid, c'est vrai qu'on a eu une préoccupation des Français en général sur la question de santé. Et c'est vrai qu'on voit apparaître aussi à travers les créations d'associations énormément de structures qui viennent notamment sur la notion de bien-être. Voilà. Donc vous voyez, on peut être dans ces différents domaines, mais les clés d'entrée sur ces sujets sont quand même ancrées par rapport à notre territoire. Et au niveau national, il donne quoi? Ça résonne? Oui, ça résonne évidemment. Je vais pas faire le tableau du national. Hein. Il y a une vitalité de la création d'associations au niveau national. C'est à peu près 60 vitalité. C'est à peu près 70 000 créations d'associations tous les ans. Et si on parle de création nette, c'est-à-dire si on prend en compte les disparitions d'associations, parce qu'il y en a aussi évidemment, on est sur un chiffre de création nette d'à peu près 35 000 associations par an. Donc ça veut dire que de façon continue, depuis des années, le tissu associatif grandit et de plus en plus important. Donc cette vitalité-là, elle est bien là. Et dans tous ces domaines, et surtout, enfin, ce qu'on voit au travers des éléments que tu viens de donner, Frédéric, et qui se retrouvent au niveau national, c'est la capacité des acteurs associatifs et des citoyens, en fait, parce que les associations, c'est ça, à se saisir des sujets du moment et à investir de nouveaux champs d'action. On a parlé de l'environnement, mais c'est aussi l'économie collaborative dont on parle aujourd'hui. C'est très associatif. Les associations s'investissent dans ces champs-là, l'économie circulaire aussi. Donc, c'est à la fois continuer à porter des actions qui existent dans des réseaux depuis des années, tout en les renouvelant, mais aussi modifier son action et ses champs d'intervention pour s'adapter à des nouveaux enjeux. Ceci dit, La Réunion, je pense, fait partie des régions, départements les plus dynamiques en termes de création associative, de vitalité associative. Moi, arrivant, je suis assez épatée de voir à quel point il y a effectivement des associations dans tous les champs et très présentes et visibles, et dynamiques aussi d'ailleurs en termes d'emploi, de création d'emplois et de part dans l'emploi sur l'île, puisque je crois que à La Réunion, l'emploi associatif, ça représente un peu plus de 11% de l'emploi privé. C'est un peu moins au niveau national. 11% de l'emploi privé, c'est beaucoup. Donc voilà, cette dynamique, elle est évidemment extrêmement forte, ce qui n'empêche pas qu'il y a un certain nombre de problématiques. On va y revenir là, oui. Je pense. On entend bien, moi j'ai apprécié les discours d'ouverture qui reconnaissent toute l'importance de la vie associative, des élus qui nous disent à quel point c'est essentiel pour les territoires, à quel point c'est essentiel pour les défis de demain. Et l'argent que tu mets dessus. À quel point c'est formidable pour la cohésion et à quel point tout le monde est avec les associations. Bon, je pense qu'on peut... Tu es sceptique. Je suis partagée. Je ne suis pas sceptique, je suis, encore là, je suis partagée. Alors, on la laisse maintenant partir. C'est bien, c'est diplomatique. Est-ce que je vous dis pourquoi je suis partagée? Oui. Ouais. Ça vous intéresse? En fait, moi, je pense qu'on est à un moment fort de risques et d'opportunités pour le tissu associatif, en fait, les deux à la fois. Et donc, c'est important qu'on ait des rencontres comme celle-ci, un peu partout, pour se dire tout ça et, à mon avis, se mobiliser. Les associations, le tissu associatif grandit d'année en année, et honnêtement, si on regarde ces 40 dernières années, il y a de plus en plus d'associations. Elles sont partie intégrante de l'économie et d'une économie au sens large. Je ne parle pas que d'emploi, je veux dire ce qu'on peut entendre par l'économie, c'est-à-dire la vie d'un territoire. Elles sont, on va dire, reconnues dans un certain nombre de politiques publiques, indiscutablement, et elles ont porté des choses qui sont devenues des politiques publiques, ce qui n'est pas rien. Si on regarde dans le monde du handicap, le service civique, c'est une initiative associative qui est aujourd'hui une politique publique. Le RSA, c'est devenu une politique publique. Une initiative aujourd'hui comme Territoire zéro chômeur qui a été portée par ATD Quart Monde, je crois qu'il y a une expérimentation, enfin aujourd'hui c'est aussi présent à La Réunion, et il y a de multiples exemples d'initiatives portées par des associations au départ qui sont aujourd'hui
intégré dans les politiques publiques. Toutefois, si vous voulez partager. Ouais, Là où alors, l'a dit ce que Bonnal et juste aussi, dans les discours, l'engagement associatif est extrêmement reconnu et valorisé. Donc ça, c'est positif. Voilà. Mais, à côté de ça, ce qu'on voit aussi ces 30 dernières années, c'est une transformation de la relation entre les associations et les pouvoirs publics. Et moi, j'entends ce matin qu'on nous dit relation forte, etc. Mais on est quand même de moins en moins dans une relation de partenariat. Et là, moi, je le dis de ma vision des 10 dernières années. Le partenariat est extrêmement compliqué. Donc, il est compliqué pour plein de raisons. Parce que les financements se sont transformés, les modes de financement se sont transformés. Et les chiffres le montrent, hein, l'augmentation de la commande publique, le passage à des appels à projets, même si la subvention, ça reste de la subvention, l'appel à projet, mais c'est de l'appel à projet. Donc des logiques de concurrence, en fait, de mise en concurrence des associations, et d'une certaine façon de transformation des associations en prestataires ou sous-traitants, pas systématiquement, hein, mais dans une certaine logique, ça vient affaiblir la dynamique associative, et ça n'est pas ça le partenariat. On a cité, et ça a été cité à plusieurs reprises, la charte des engagements réciproques. Moi, je suis contente qu'il y en ait une à La Réunion. Au niveau national, où est la charte des engagements réciproques? Je le dis, moi, voilà, ça fait 10 ans que je suis ce sujet-là. Je suis arrivée au mouvement associatif quand on signait la deuxième charte des engagements réciproques en 2014. Aujourd'hui, la charte des engagements réciproques au niveau national, je le dis, elle est morte. Voilà. Moi, j'espère qu'elle ne va pas rester morte. J'espère qu'on trouvera un moment les moyens de la redynamiser. Mais nous ne sommes pas sur ce que porte la charte des engagements réciproques de reconnaissance d'une relation réciproque partenariale. Après, territorialement, les choses peuvent se passer différemment. Et donc, j'espère bien qu'à La Réunion, ça peut se passer différemment. Mais voilà, ça, c'est un enjeu. Sur les problématiques, notre problématique, c'est la non-reconnaissance de l'économie non lucrative. L'économie non lucrative, donc l'économie associative, elle n'est pas reconnue, elle n'est pas comprise. Moi, j'ai eu des interlocutions avec l'administration à Bercy. Ils ne savent pas ce que c'est que notre modèle, en fait. Ils ne comprennent pas notre modèle économique. Or, les associations ont un modèle économique qui leur est propre, qui est non lucratif, qui est différent de celui de l'entreprise commerciale, mais qui est un modèle économique. Donc, notre sujet, c'est de pouvoir faire reconnaître ça. Parce que les associations portent beaucoup d'innovations, l'aide à domicile, tout ce qui est le soin, je veux dire, les EHPAD, les crèches, il y a voilà, le réemploi aujourd'hui. Mais sauf que, une fois que ces choses-là sont posées, que ces initiatives sont reconnues comme étant des initiatives utiles pour la société, bien souvent, le monde privé lucratif rentre dans ce dispositif-là, on rentre sur une logique de concurrence, et les associations n'ont plus les moyens, n'ont plus la capacité. Les plus gros s'en sortent. Les plus gros s'en sortent, les moyennes sont fragilisées, et des fois les plus gros s'en sortent en étant obligés de laisser un peu de côté certains fondamentaux, on va dire. En fait, c'est les entreprises, une voilà. logique d'entreprise. Bon. Donc ce sujet, cet angle uniquement concurrence pour considérer l'activité économique est une problématique pour le tissu associatif. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à transformer. Parce que la pensée économique, elle peut intégrer l'économie non lucrative, évidemment. Donc ça, on a un vrai travail et on est à un moment, je pense, vraiment d'opportunité là-dessus, mais une opportunité qui n'est pas complètement simple à saisir. Et peut-être juste une dernière chose sur l'engagement. Là aussi, l'engagement associatif est valorisé dans beaucoup de discours, mais la complexification qui touche toute la société, hein, moi j'entendais récemment sur les antennes ici des agriculteurs venir dire à quel point l'abondance de paperasse administrative, etc., vient tuer leur travail. Peut-être c'est la France, oui, mais c'est un problème pour les dirigeants associatifs bénévoles, parce que quand on est bénévole, on ne vient pas s'impliquer pour remplir des papiers, pour remplir des dossiers. Donc il faut absolument trouver des solutions là-dessus. Il y a clairement une urgence à trouver les moyens de la simplification. Or, ça fait 10 ans qu'on nous parle de simplification associative. Hein. Moi, depuis que je suis mouvement associatif, on me dit, l'État a dit, on va lancer une grande opération de simplification, qui n'arrive pas. Donc, il faut vraiment trouver les moyens de la simplification et reconnaître ce que c'est que le travail de bénévole et cesser de nous dire sans arrêt qu'il faut absolument professionnaliser. Les bénévoles, ce sont des bénévoles. L'association a des pratiques qui lui sont propres et qui sont intelligentes. Je vais dire qu'ils sont agiles. Okay, ça m'énerve un peu quand on dit agile, mais ceci, ça veut bien dire ça. Les associations inventent des choses sans arrêt avec leur façon de faire. On n'a pas à se professionnaliser sur le modèle de l'entreprise lucrative. On peut s'améliorer, se renforcer, évidemment, mais on n'a pas à se calquer sur un modèle qui n'est pas le nôtre. Et ça, je pense vraiment que ça doit rentrer dans les mentalités et qu'il faut aussi qu'on en soit fier et qu'on le porte. Bon.
Pour faire plaisir, il faut applaudir 3 fois. Hein. Non. Non, mais comment il résonne, ça pour... Hein, ça résonne fortement et là, ben, on parle de notre réalité au quotidien. Donc, on va en faire un petit zoom, mais je pense que dans les ateliers, vous allez forcément évoquer tous ces sujets sur le modèle économique et sur notre réalité. Clairement, aujourd'hui, je vous fais part de mon expérience et je dirais, de vraiment mon interrogation sur la pérennité du modèle dans lequel on se trouve aujourd'hui. Clairement, quand on passe son temps aujourd'hui en tant que militant à être dans la gestion, à chercher, à faire de l'ingénierie financière, à aller négocier avec des fournisseurs, à aller négocier avec les banques au quotidien, franchement, est-ce que c'est ce pourquoi on s'est engagé au départ? Non. Et ça, c'est un vrai sujet, puisqu'on se rend compte aussi d'une incohérence incroyable, et notamment dans le rapport avec les acteurs publics, c'est qu'on se rend compte qu'avec un même acteur public, on a un traitement qui est fait pour une structure, et de l'autre côté, on a des acteurs associatifs qui nous disent on est maltraité. Et on se dit, mais alors, le concept de maltraitance associative est venu à l'esprit très vite quand j'ai entendu beaucoup d'acteurs se plaindre fin d'année 2023, venir me voir, me dire mais c'est pas possible, on a un partenariat pérenne normalement sur nos actions, et du jour au lendemain, il y a une bascule qui s'est faite, et on ne sait pas pourquoi. Et il y a un vrai sujet de fond sur la nature de la relation, du rapport, du partenariat, comme l'évoquait Frédéric, qui est en train de changer. Et c'est vrai que l'utilisation des appels à projets, de la commande publique, redéfinit totalement cette relation. Et je pense que voilà, il y a un espace de débat à créer autour de ça, parce qu'il y a de l'expérience terrain, il y a vraiment du vécu par les militants qui pourrait peut-être faire évoluer autrement, parce que je sens des situations de frustration, de tension incroyables sur ces sujets sur le terrain. Et un essoufflement aussi, vous avez raison. La formation, c'est un sujet abordé. Moi, je réfléchir à une petite affaire, mais provoque à cette moment un terroriste pose un bon monde dans là. Bon, que ça disparaît. Hein? Là, on va voir l'apport réel dans les territoires de toutes ces affaires que Banay représente là. Comment tu vois? Très clairement, on l'a vécu avec le Covid. Hein. Ouais. Et on a travaillé avec Casasso et un certain nombre d'acteurs associatifs. Il est évident que quand l'économique ne fonctionne plus, l'humain, il continue, lui. Et c'est celui qui a permis de créer ce lien, de continuer aussi à faire en sorte que nos Gramoun aient toujours leur cours chez eux pendant cette période-là. Je veux dire, il y a une réalité quand même concrète sur le terrain où on a vu que quand tout était à l'arrêt, l'humain, il a continué quand même à créer et à faire vivre la société, quoi. Pour que je n'ai un seul micro maintenant. Juste pour... Moi, j'espère... Enfin, voilà. Ton hypothèse est quand même assez dure, mais souvent, on dit qu'il faudrait que les associations se mettent en grève pour montrer tout ce qu'elles représentent. Bon, on n'est pas capable de faire ça, en fait. On n'est pas capable de faire ça parce que... alors, je ne sais pas si c'est juste parce qu'il y a cet éclatement associatif ou si c'est plutôt parce que les bénévoles qui sont dans les associations sont là pour agir et n'abandonnent pas les gens pour lesquels ils agissent. Donc le concept de la grève dans l'association, il est quand même franchement compliqué. Même si aujourd'hui, dans le monde du médico-social, du sanitaire, la tension, elle est telle que, oui, il peut y avoir des grèves. Parce qu'aujourd'hui, je reviens sur la maltraitance. Il y a vraiment une maltraitance de ce champ-là, très clairement. Et juste pour revenir sur le Covid, il y a eu un moment, enfin moi, il y avait un moment d'espoir dans ce moment extrêmement compliqué, hein, mais où il y a eu une prise de conscience d'un certain nombre de choses. Les associations ont continué à être beaucoup sur le terrain, pas forcément pendant le confinement, encore que certaines ont continué leurs actions de première nécessité, mais même après. Et on a beaucoup dit, ça ne peut plus être comme avant, on va construire le monde d'après, tout ça va changer, on voit bien que le monde marchand, la recherche permanente du profit, tout ça, c'est pas ça. Bon. Puis je sais pas, il s'est passé 6 mois peut-être, puis c'est fini, quoi. On a arrêté de reparler du nouveau magnifique monde d'après. Et moi, bêtement, à un moment, je me suis dit, on a une fenêtre là, on va arriver, on tient quelque chose. Bon, alors il ne faut pas se décourager, hein, il faut continuer et avancer. Et il y a quand même il
y a des lueurs, hein, tout n'est pas négatif. Je pense à la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire et un début de reconnaissance de ce qu'est l'économie non lucrative au niveau européen, par exemple. Parce que c'est extrêmement européen et c'est extrêmement important la façon dont on pense ces sujets-là au niveau de l'Union européenne. Parce qu'ensuite, y a des textes qui découlent et puis qui viennent... Enfin, l'augmentation de la commande publique, elle est quand même beaucoup venue de là. Hein. Ces associations, c'est beaucoup venu de là. Donc, si on arrive à faire bouger un peu les doctrines européennes sur ces sujets-là, sur la doctrine européenne, aujourd'hui, elle est axée uniquement sur le prisme concurrentiel, en fait. Donc, si on arrive à faire bouger ça, on peut faire bouger quelques petites choses. Et ça frémit quand même au niveau européen et au niveau international. Il y a une reconnaissance de l'économie sociale et solidaire. C'est des points sur lesquels il faut vraiment s'appuyer. Et puis après, il y a évidemment, à mon avis, le sujet de la formation de ceux qui sont dans les administrations. Hein. On pourra parler de la formation des bénévoles, mais moi je peux aussi parler de la formation de nos interlocuteurs pour qu'ils comprennent ce qu'on est, ne serait-ce que la comptabilité associative. Hein. Pendant le Covid, les décrets qui sont sortis sur les aides aux entreprises, l'administration de Bercy n'avait pas mis les associations. Or, les associations employeuses, elles sont des entreprises au sens européen du terme. Bercy nous dit non, les associations, il a fallu se battre comme des damnés pour réussir à intégrer les associations employeuses dans les dispositifs d'aide. Donc la formation, elle doit venir des deux côtés en fait. Hein. C'est pas juste nos bénévoles ou nos salariés qu'il faut former, c'est aussi nos interlocuteurs de façon importante. Okay. Et là, quand il sonne comme ça, le caillam, là, il veut dire, non, il n'est pas fini, il veut dire qu'il y a des mots qui n'ont pas été dit ou bien on n'a pas vu 20 papiers levés. Est-ce que nous pouvons prendre les mots que... Voilà, cause de mots. Allez, chacun a le temps là. Pourquoi c'est où la mettre valeur? J'ai mis valeur parce qu'en fait, on l'emploie beaucoup dans le tissu associatif et je pense qu'une valeur, elle n'existe que si on pratique, tout simplement. On ne peut pas faire des incantations sur les valeurs. Donc le message, c'était ça. C'est-à-dire que les valeurs, on arrive à les faire vivre que si on agit, quoi. Le bleu. Ouais, peut-être juste quand même sur les valeurs, parce que je dis beaucoup de mal de nos interlocuteurs, mais c'est vrai, hein, je pense que les associations, elles ont aussi un enjeu aujourd'hui à faire vivre leur éthique associative, leurs valeurs. Quand je dis éthique, c'est aussi leurs valeurs. Et donc, se remobiliser en permanence sur ce qu'est leur ADN, quoi, le projet associatif. La mettre éthique bas. Voilà, la participation de toutes et tous, comment on inclut le plus largement possible dans l'action associative, comment on respecte les fondamentaux du projet associatif, comment on fait vivre la coopération plutôt que la concurrence en notre sein et au sein du tissu associatif. Bon, voilà, coopération, ça, plein de mots en même temps. Tu l'as chopé au passage. Et être fier, je crois, enfin je l'ai dit, moi je pense que c'est extrêmement important que les acteurs associatifs soient fiers de ce qu'ils sont et de leur modèle et qu'on l'assume et qu'on ne se dise pas tout le temps, enfin on en échangeait avec Frédéric avant, qu'on n'accepte pas toujours ce regard qui est de dire vous êtes des amateurs et puis heureusement il y a les professionnels à côté. C'est pas vrai, on crée d'autres choses, enfin on crée de la vitalité, de l'économie, de la valeur. Moi je trouve que les formes de travail qu'on a au sein des associations, elles sont incroyables. Le fait de faire travailler ensemble des salariés, des bénévoles, des volontaires en service civique, c'est des rapports de travail qui n'existent pas ailleurs et qui sont extrêmement modernes en fait et qu'on n'analyse pas suffisamment. On peut être fier de tout ça. On l'est là-bas. Reste en bleu, là-bas. Instrumentalisation. C'est où même ça? Je vais faire vite, hein, mais j'ai dit un peu. Hein, que ça soit le passage par la commande publique, que ça soit l'appel à projet, mais que ça soit la façon dont beaucoup... de collectivités où les pouvoirs publics voient les associations et travaillent leur rapport avec eux. C'est beaucoup, on les utilise pour faire des politiques publiques, voilà, pour mener des politiques publiques là où l'État où la collectivité ne sait pas faire. On va se dire il y aura bien toujours une association pour faire le boulot, quoi, en fait. Ce qui est vrai d'ailleurs, parce qu'on est toujours prêt à faire ce qu'on nous demande de faire. Et fini avec le bleu là-bas, regarde. Tu as causé de confiance. La confiance, moi, c'est ce que j'appelle de mes voeux, en fait. C'est qu'il y ait une vraie confiance entre la puissance publique, sous toutes ses formes, et le tissu associatif. Parce que, ensemble, je ne veux pas mettre de côté les entreprises lucratives qui doivent aussi être partie prenante de cet ensemble-là, mais on a quand même des fondamentaux partagés avec la puissance publique, en fait, autour de l'intérêt général. Donc, il faut créer Heureusement, elle existe dans plein d'endroits. Hein. Je ne veux pas caricaturer non plus. Il y a plein d'endroits où il se passe des choses extraordinaires entre des collectivités et des associations, où ils construisent
de nouvelles façons d'agir pour répondre à des problématiques. Je pense au sujet autour de la chaîne alimentaire, enfin de l'alimentation durable, autour de la santé. Il y a beaucoup d'élus aujourd'hui qui s'intéressent à ces sujets-là, qui viennent réinterroger ce que doit être le partenariat avec les associations, les moyens de travailler ensemble, etc. La confiance, on peut aussi la tisser avec nos partenaires de l'État. Le travail qu'on a pu faire avec l'administration vie associative autour de Guy Dassault qu'on a cité, c'est un super travail de co-construction. Donc, entendez-moi bien, tout n'est pas noir. Mais cette confiance, il faudrait qu'elle soit beaucoup plus largement partagée et reconnue, et au plus haut niveau de l'État. Et là, au plus haut niveau de l'État, aujourd'hui, c'est pas gagné, clairement. Sans vouloir m'appesantir sur le contrat d'engagement républicain. Monsieur Annette, tu es en retard de 5 mots. Alors, Missadia, les 5 mots. Dynamique associative, gouvernance, liberté et normes, responsabilité et pour finir, résilience. Débrouillez-vous, faites une intervention, ça coûtera toutes ces mots-là. Les premiers mots ont déjà été évoqués sur la dynamique associative. Elle est extrêmement forte et en fait, c'est un point positif aussi. Sur le terrain, même si on parle de crise du bénévolat et on l'entend régulièrement, on a quand même un engagement assez fort sur un certain nombre de domaines. Et la création d'associations, aujourd'hui, je regardais sur les dernières années, on était quand même entre 800 et 1000 associations créées à La Réunion, quoi. Voilà, sur une année. Donc il y a vraiment une dynamique qui se tient dans le temps et ça, il faut le souligner. La deuxième chose, c'est la force militante. La force militante, il y a une capacité incroyable de cette force militante à justement développer des capacités à s'adapter. Parce qu'aujourd'hui, face aux changements et aux difficultés, il y a une capacité d'agir vis-à-vis des politiques, de l'environnement social, de l'environnement financier contraint, qui sont de vrais atouts. Alors, des structures ont développé aussi des formes de gouvernance, je dirais, solides. Parce que c'est aussi, ça fait partie de la résilience, d'avoir des gouvernances solides, diversifier ses ressources et capacité d'adaptation. Alors, il y a deux sujets qui, à mon avis, sont importants. Bien sûr, la résilience, c'est-à-dire à pouvoir structurer son avenir et développer ses forces aujourd'hui, mais il y a aussi la capacité d'innovation. On parle beaucoup d'innovation technologique, on ne parle pas assez de l'innovation sociale qui est portée au quotidien par nos associations. Et quand on parle d'innovation, on pense à des choses extraordinaires, mais pas forcément. C'est une manière de s'associer à des partenaires. C'est une manière de monter son projet différemment. C'est une manière d'hybrider ses ressources financières. C'est une manière aussi de travailler avec l'économique. Pas mal. Je cite l'exemple là qui a retenu mon attention il y a 2 jours d'une association qui travaille dans le domaine du bâtiment et qui va travailler sur la fibre d'ananas pour des constructions biosourcées à La Réunion. Donc, il y a aussi des formes d'innovation aussi techniques qui se mêlent à des innovations aussi sociales. Il y a aussi l'union fait la force. Ce principe-là qu'on pratique tous au quotidien, il se fait aussi à l'échelle d'un territoire. Donc, des acteurs qui se mettent en réseau, on a parlé de mise en réseau souvent, c'est aussi pas mal d'acteurs qui aujourd'hui développent des pôles territoriaux de coopération économique ou associatif. Et ça permet également de combiner des compétences. En combinant nos forces, c'est vrai qu'on arrive à répondre à des besoins du territoire qui sont de plus en plus complexes. Il faut place responsabilité maintenant. La responsabilité, elle est collective. On vit tous dans la même société et il est, à mon avis, impensable de voir, je sais pas, un chef d'entreprise, un artisan, avoir son rôle d'acteur économique la journée. Le soir, il vient en tant que bénévole dans l'association et derrière, on a une autre approche, un autre costume qui a l'air complètement cloisonné. En réalité, on a tous différents engagements sur le territoire. L'économie est plurielle, comme le soulignait Frédéric. Les acteurs publics aussi agissent pour le même public et le même territoire. Et on se rend compte qu'il y a des clivages incroyables. Donc on a une responsabilité collective de pouvoir aussi converger sur des documents et des accords qu'il faut renouveler. Je ne dis pas qu'il faut avoir des consensus sur tous les sujets. On est aussi dans un débat démocratique. Mais il y a quand même des consensus à renouveler régulièrement. Et ce n'est pas le cas. Merci. Est-ce que nous pourrions, pour finir cette séquence, donner un peu la parole, genre 5-6 interventions comme ça, et après, je t'y conclus. À partir de ce que vous avez entendu, si possible, éventuellement, je t'y peux faire part des autres incompréhensions, désaccords, etc. Mais ces autres points de vue, il y a un micro qui circule avec une charmante hôtesse en mini... non, un beau, pardon. Bonjour, voilà Nicole Givran, je suis la présidente fondatrice de Gézarun, le seul groupement
employeur dans le domaine du sport, l'animation et loisirs. Si je prends la parole, c'est parce que ce que vous venez de dire, ça me parle énormément. Depuis 50 ans, je suis tombée dans l'éducation populaire, le sport qui a fait de moi... Bébé, alors. Voilà, Bébé. donc depuis 10 ans, à l'âge de 10 ans. Et donc tout au long de ma carrière, j'étais animée par justement mes grands frères, mes grandes sœurs, mes tantes qui étaient dans la MJC de Sainte-Marie, le CAS. Et ça a fait de moi, ça a créé effectivement la motivation et d'en faire mon métier. Donc, et maintenant, pendant toutes ces années, 30 ans, 40 ans, où j'étais animée, j'arrive donc à la fin, je suis à la fin de ma carrière, donc d'ici 6 mois, ce sera les grandes vacances. Ouais. Et je suis découragée parce que j'ai changé sur LinkedIn, je ne suis plus présidente. Je suis une employeuse, je suis une entrepreneuse associative. Je ne dis plus que j'ai une association, j'ai un groupement d'employeurs. Je dis que j'ai une entreprise associative. Et actuellement, je ne vous cache pas, je suis en difficulté. Et quand je vais au tribunal judiciaire, on dit « Madame, la chef d'entreprise », on ne dit pas que je suis une association. On dit que je suis une entreprise, je suis une société parce que je remplis plein de documents où c'est écrit « commerce ». Entreprise. Mais je vais où là? Bientôt, j'attends dès ma retraite pour pouvoir m'investir davantage. Puisque je travaille, je n'ai pas le temps. Puisque avant 16 heures, je suis salarié. Après 16 heures et le week-end, j'ai fait mon bureau à la maison. J'ai mon ordinateur, j'ai ma chaise de bureau pour pouvoir y travailler. Mais à 62 ans et 8 mois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quoi? Je ne suis plus encouragée, je ne suis plus motivée. Parce que quand on demande les appels à projets, je veux bien, moi, répondre aux appels à projets. Mais on oublie que la journée, je travaille, il faut bien devenir employeuse. Je suis maintenant présidente employeuse. Oui, je suis chef d'entreprise, puisque j'ai 9 salariés permanents et que j'ai 40. Il y a 2 ans, j'avais 120 salariés mis à disposition. 120. Je ne peux pas, je travaille, moi je suis agent territorial. Mais les appels à projets, depuis que mon directeur a été licencié sur le plan économique, je me retrouve dans la peau maintenant de directrice bénévole. L'appel à projet, oui, j'ai répondu vendredi, les 3 projets DVA 1, 2, formation, ça y est, je l'ai fait, j'ai réussi. J'ai réussi avant le 25. Je suis très fière de moi et de mon équipe. Mais là-dedans, il n'y a pas l'ingénierie. Quand je dis je mets 10% d'ingénierie là, on me dit non, il faut mettre 5% d'ingénierie, mais permanent, ça coûte. J'ai plus de 60 000 € de charges fixes au niveau de mes permanents. Mais je vais trouver où? Puisqu'on me demande des factures, de factures sur l'action. Eh bien, j'ai Vertu Sport, qui est aussi une deuxième association, que j'ai mis en sommeil parce que les actions ne sont plus financées, parce que je ne peux pas financer mes 20 salariés mis à disposition par le groupement employeur et aussi l'encadrement. Mais qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai épuré, et j'ai mis en sommeil. Donc, j'ai un en sommeil et un en redressement judiciaire. OK. Je reviens sur le DLA. Je reviens sur le DLA. Il y a 2 ans, j'ai fait la formation sur le DLA en tant qu'entrepreneuse associative. Heureusement, je me suis rendu compte que j'ai la responsabilité civile, la responsabilité pénale, et j'y suis au tribunal judiciaire. Et je vous dis que je risque de perdre, si on arrive à prouver que je suis un mauvais gestionnaire, je suis bénévole, mais je ne suis pas là la journée. Je risque de perdre mon statut de bénévole. Je n'aurai peut-être plus la possibilité de devenir bénévole. J'aurais plus le droit d'être dans une association. J'aurais plus le droit de montrer un SCI avec mes enfants, par exemple. J'aurais pu venir chef d'entreprise, puisque à la retraite, j'aurais bien aimé monter une affaire aussi. Je ne peux plus. Voilà. Maintenant, désolé d'avoir pris la parole, mais il fallait que ça sorte. C'est super, mais il ne faut pas attendre. Il fallait que ça sorte.
un autre point de vue. Devant toi, enfin derrière toi. Oui, bonjour à tous, Jacques de Jeunesse en Action. Je crois que je vais avoir bientôt 74 ans et si tant que je vis, ça m'intéresse de continuer à être bénévole. C'est pas grave, au contraire. Je voulais juste peut-être revenir sur quelques éléments qui ont été apportés sur le plan de l'histoire des associations. J'ai eu le privilège, grâce aux échanges européens, on est allé en Écosse et on a visité une usine. Et dans cette usine, c'était là qu'ont été créées les premières SCOP, coopératives, où les ouvriers, bon, ça c'était l'histoire du paternalisme, hein, mais peu importe, il y a eu des premières SCOP qui ont été créées. J'ai eu aussi l'occasion une fois de visiter accidentellement le côté caché de la Sorbonne. Tout le monde connaît la Sorbonne. La Sorbonne, je me suis dit, c'est très beau, hein, je suis très, très, très attaché à l'architecture. Enfin, très séduit par l'architecture. Et je me demandais d'où venait ce bâtiment. Et j'ai découvert qu'il y a un gars qui s'appelle Sorbon, qui avait créé à l'époque, il y a très très longtemps, une école pour les indigents. Et quand vous visitez ce lieu, c'est la beauté et le social associé. Ça serait bien que nos promoteurs immobiliers s'inspirent de ça. Les associations, il y a l'histoire officielle avec 1901. Nous, la liberté d'association, on l'a eu 100 ans après l'Angleterre. Mais depuis le Moyen-Âge, depuis le début, on va dire, de l'existence de l'humanité, le mouvement associatif existe. Il y a des tas de gens qui, par solidarité, se sont occupés de X, Y et Z et ont essayé d'apporter du soutien, enfin peu importe, hein, du développement, etc., etc. Et voilà, donc je veux dire que c'est quelque chose qui remonte il y a très très longtemps. Et je pense que nous, on est dans cet état d'esprit. Moi, par exemple, je termine avec ça. On a ce qu'on appelle un motto, enfin un dicton dans notre famille. C'est le dicton du boxeur. Vous connaissez? Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ah ouais. Voilà, je vous laisse avec ça. Mais on a raison. Derrière, M. Salvant. Après Salvant. Vas-y, Martine. Donc, bonjour, Martine Nourri de l'association Capacité. Mais il va dire en créole, donc excusez-moi pour ça qu'on ne comprend pas trop. Frédéric, je parle en créole pas trop compliqué. Mais je pense qu'on a un vrai enjeu. Nous entendons Nicole qui dit cette difficulté, et il fait 50 ans qu'elle est acteur associative. Et les jeunes acteurs associatifs vont être tout de suite confrontés à cette même difficulté d'être dans cette rat race. Toujours en train de courir derrière parce qu'on n'a pas les mêmes calendriers pour tout et toujours rendre des choses et toujours rendre des comptes et toujours, et en même temps faire de l'action. Et il y en a vraiment un enjeu pour moi, je pense, c'est notre capacité à mesurer ce que l'invisible et à rendre visible l'invisible. L'invisible, c'est tout ce qui serait passé si nous ne faisions pas les actions que nous faisons. Comment est-ce que nous rend visible ça de manière collaborative, comme ça, quel que soit le domaine dans lequel nous sommes capables de montrer que ce que nous fait nous remplit un vide, en fait. Et ne nous remplit pas un vide parce que nous l'avons toujours envie. Parce que Frédéric, qui parlait de la capacité à innover, à faire et à prendre des choses, des fois, nous n'avons point le choix. Pourquoi nous innovons? C'est parce que la puissance publique, il ne prend pas le pas. Parce que la puissance publique, c'est un gros mammouth, et encore mammouth n'a 4 pieds et déplace, c'est un gros pied de bois, il est difficile à déplacer, en fait. Et il y en a ça il faut vraiment tenir compte. C'est que si nous fait des choses, c'est que nous connaissons qu'on a des choses à faire sur la société, qu'on a des urgences, qu'on a cette agilité, etc. Et qu'on a un vrai travail, pour moi, des têtes de réseau et de tous les autres que les possibles. Mais il parle de têtes de réseau parce qu'on a de la mutualisation de moyens et que toutes les associations ne peuvent pas faire ça. Et ne peut pas demander à toutes les associations de mesurer l'impact. C'est de travailler sur des dispositifs, des processus, pour que collectivement, nous ayons des indicateurs pour mesurer l'impact de ce que nous fait réellement et de ce qui pourrait être si nous ne l'avions pas fait. Mais ça demande des ressources en sociaux, en prospective, etc. Et toutes les assos ne peuvent pas avoir. Donc peut-être qu'on a une vraie réflexion à porter là-dessus, que ça nous peut faire collectivement pour pouvoir avoir ces indicateurs-là. OK. Monsieur Salvant. Oui. Beaucoup de choses étaient déjà dites, mais quelques petites réflexions rapides. Mais je crois que le monde associatif a le plus besoin, c'est de la confiance et surtout du soutien.
Vous avez besoin de mettre votre énergie au service d'un projet, vous n'avez pas besoin de mettre votre énergie pour pouvoir batailler pour réaliser votre projet. Et en ce sens, nous avons un grand enjeu devant nous, c'est l'accompagnement des associations. Et moi, comme il parle des associations, c'est bien sûr celles, Tu peux conclure après. pas uniquement, mais celles que au bout de la rue, à côté le quartier, et que vous avez envie, entre eux autres, avec les connaissances que vous avez là, de toujours faire en sorte que le quartier y vive, que le quartier y puisse. Nous avons un événement, il n'y a pas le droit de citer, ben nous sommes encore capables aujourd'hui de trouver des lieux où nous pouvons rencontrer à nous, où nous pouvons échanger et nous pouvons également exprimer la solidarité. Parce que je n'ai pas dit le contexte qu'on vit à La Réunion, mais on vit dans un contexte particulièrement difficile. Il suffit de voir le nombre de QPV. Il suffit d'entendre tout à l'heure ce que Mme de la CAF a dit sur les zones non couvertes encore par les espaces EVS, etc. Mais ce que l'on a envie de dire aujourd'hui, il est bien d'avoir des dispositifs, mais il ne veut pas être convoqué dans les dispositifs aujourd'hui. Nous ne veut pas être convoqué dans ces dispositifs-là. Nous veut aussi capable, imagine notre façon de faire. Et aujourd'hui, comme il parle de tiers-lieu aujourd'hui, ben c'est des choses qui ont été créées sans que personne la ordonne à fait ça. Après que les politiques s'inspirent de ce qui se fait pour essaimer, mais Marmaille laisse à nous la liberté de faire en sorte que c'est nous qui décidons nous-mêmes notre projet, que c'est nous, parce que nous connaissons le terrain, que nous travaillons pour les valeurs et nous travaillons pour le bien-être. Et ça sera profitable à tout le monde. Parce que pour moi, nous ne sommes pas là pour faire des élections, mais nous sommes là pour faire en sorte que ce que nous faisons et ce que nous produisons, y bénéficient à l'ensemble, le bien commun. Juste un petit dernier mot. C'est quoi? C'est quelle dérive nous constate aujourd'hui? C'est que sur nos domaines de compétences qui m'estiment que les pas marchands qui n'achètent pas, nous avons beaucoup de gens qui viennent sur ce domaine-là parce que je l'ai vu que c'est un créneau pour gagner l'argent. Avec toutes les conséquences que l'aura, parce que sur les gens qui en bénéficient, parce que nous, notre volonté, c'est faire toujours que nous fait des citoyens et que nous fait des gens qui pensent. Merci de votre attention. Merci. Bon, nous arrête parce qu'il ne faut pas s'en atelier. Dans les ateliers, on aura beaucoup plus d'espace de parole, 2 fois. Et cet après-midi, tu pourras aussi faire la restitution de tout ce que Zot nous aura dit. Pour terminer cette séquence, je demande à Zot de dire toutes ces interventions de passion, etc., d'ennui, de problèmes ou d'envie, etc. Comment tu conclurais la séquence? Je te laisse le mot de la fin. Alors, 2 choses. Première, merci en tout cas de ces témoignages courageux, parce que ce n'est pas forcément simple de parler de cette réalité difficile que l'on peut vivre. Je pense notamment à Nicole. Voilà, ce sont des moments pas simples à traverser quand on est confronté aux institutions sur sa situation et sur la pérennité ou pas de sa structure. Ça nous renvoie à un questionnement sur le référentiel. On parlait tout à l'heure de comment on est considéré, le tissu associatif, comment on est perçu. Et c'est vrai qu'on se disait, mais pourquoi on a toujours ce mot reconnaissance qui ressort depuis des décennies? Et cette dimension amatrice qu'on reconnaît aux associations, mais qui n'est pas justifiée, qui est sans fondement en réalité, puisque la grille de lecture, on se rend compte qu'elle est toujours faite en comparaison au monde des entreprises. Et tant qu'on va comparer les associations aux entreprises, pourtant avec un modèle propre, des fondements, un projet, une vision et des outils, eh ben, on va toujours tomber dans cette comparaison un peu négative. Et du coup, cette grille de lecture-là, c'est vraiment un appel à la faire évoluer. Et elle évolue. Pourquoi elle évolue avec résistance? Parce qu'on est dans un monde où on a l'individualisme, le consumérisme, la logique de profit. Et ça fait partie aussi d'un environnement pressurisant pour le tissu associatif. Donc ça vient aussi percuter un peu notre système.
Donc ça, c'est le premier point. Et puis rappeler aussi les fondamentaux de la finalité de tout ce mouvement à travers les siècles, comme le disait notre ami. C'est qu'il y a une finalité quand même qui est de l'épanouissement humain derrière tout ce qu'on fait. Et donc on cherche à donner la place à chacun d'entre nous, quelle que soit sa condition dans la société. Et puis il y a aussi cette volonté aussi de transformer les choses. La réalité telle qu'elle est ne convient pas. Donc on essaye de contribuer aussi à notre manière à pouvoir transformer la société. Merci. Bon, alors c'est très frustrant de devoir dire juste quelques mots par rapport à tout ça, mais je rejoins complètement ce que Frédéric vient de dire. Je suis contente que vous ayez dit, rappelé la force d'émancipation des associations, parce qu'évidemment c'est ce qui est au cœur de l'action. Je pense que les témoignages illustrent bien cette question de la confiance et ce qu'on attend comme confiance. C'est qu'on n'attende pas les associations juste pour l'action qu'elles réalisent, mais bien qu'il y ait du soutien pour ce qu'elles sont. Alors il y a une formule qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, mais soutenir les associations, pas pour ce qu'elles font, mais pour ce qu'elles sont. Bon, ça peut être un peu galvaudé, mais ça veut quand même dire quelque chose. C'est-à-dire, l'association, elle n'est pas juste l'action qu'elle produit, elle est bien la façon dont elle le fait aussi. Et ça, nos partenaires publics, mais aussi nos partenaires privés, parce que si on parle du mécénat, qui est quand même de plus en plus compliqué aujourd'hui, etc., qui est quand même beaucoup basé sur l'action, il faut qu'ils entendent ça aussi. La question de l'ingénierie, elle est essentielle dans des actions de plus en plus complexes. Et pour faire tourner une structure, il faut aussi accepter ces frais d'ingénierie, ce qui va aller sur de la recherche et développement, parce que les associations, elles en font de la recherche et développement en réalité pour beaucoup d'entre elles, même si ce n'est pas appelé comme ça. Tout ça, c'est comme si ça n'existait pas pour nous, on est censé le faire sans aucun moyen, et même si les bénévoles apportent beaucoup, c'est compliqué de le faire sans moyen. Donc la confiance qu'on demande, c'est ça en fait, c'est que tout ça soit pris en compte et qu'on ne nous paye pas juste pour réaliser une action. Donc ça me paraît vraiment essentiel. Le sujet de l'évaluation, il est évidemment essentiel, mais ce n'est pas juste l'évaluation de l'impact, c'est bien aussi plus largement notre contribution à la société. Ça, c'est très compliqué, et moi, je pense qu'on a des alliances essentielles à avoir avec la recherche sur ces sujets-là, et il y en a de plus en plus qui se tissent, en fait. Et ça, et peut-être que je vais conclure, juste un mot sur les moyens d'abord, les moyens de l'accompagnement. Dans les discours d'introduction, on a parlé de l'argent, des moyens qui peuvent être mis sur le DLA. Je vous le dis, c'est ridicule l'argent qui est mis sur le soutien aux associations en termes d'accompagnement. C'est ridicule. Si on regarde les chiffres au niveau national, le DLA, c'est 11 millions d'euros. 11 millions d'euros, il y a 1,5 million d'associations, 16 millions de bénévoles réguliers, 1,8 million de salariés. On met 11 millions sur le dispositif d'accompagnement des associations employeuses. C'est une blague, en fait. Hein. Et on pleure, nous, tous les ans, dans le projet de loi de finances, pour avoir 1 million de plus qu'on ne nous accorde pas en général. Guide Asso, c'est super, l'accompagnement des associations partout, etc. Et je dis vraiment, j'ai beaucoup porté ce projet-là, mais il ne s'est développé que grâce à la mobilisation des acteurs associatifs de l'accompagnement et de l'administration qui a aussi mis, enfin, sur les territoires, des services déconcentrés, qui a mis énormément d'énergie avec des moyens qui sont ridicules pour une politique nationale d'accompagnement. Donc on continue à se battre pour avoir plus d'argent, hein, évidemment, mais les moyens qui sont mis sur la politique de vie associative sont ridicules, c'est un vrai problème. Donc il faut se mobiliser collectivement sur ce sujet. Et juste, je vais finir sur les alliances. Je pense que l'ambition qu'on doit avoir collectivement, c'est toujours plus d'alliances pour être plus fort. Des alliances au sein de l'économie sociale et solidaire, parce qu'on a plein de choses à porter avec les coopératives, avec les mutuelles, et on sera plus fort ensemble. Des alliances avec la recherche, des alliances à renouveler avec des élus locaux qui ont envie de s'impliquer là-dessus. Je pense que c'est comme ça qu'on va saisir les opportunités qui sont devant nous. Merci. Si je dois trouver que ces deux personnes-là apportent des affaires depuis que je commence à causer, applaudis, s'il vous plaît.